Cette vidéo, elle va faire suite à la première vidéo que j'ai déjà fait sur les ETF Smart Beta. Donc je ne vais pas revenir sur comment fonctionnent aujourd'hui les ETF Smart Beta, etc. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je te la remettrai dans la description de la vidéo et tu pourras également aussi la retrouver dans la playlist bourse que je t'invite véritablement à aller voir. Parce que notamment tout ce qui est lié à l'investissement en bourse de manière générale, les ETF, etc. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette playlist. Donc vraiment, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des ETF, on va avoir une répartition par capitalisation. Donc ça veut dire que plus tu vas avoir une entreprise qui va avoir une capitalisation importante, plus elle va être grosse, et donc plus elle va peser lourd dans l'indice et dans l'ETF qui va répliquer les performances de cet indice. Si je prends le cas du S&P 500 par exemple, qui est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, à l'intérieur on va avoir des boîtes qui vont peser lourd si tu veux dans cet indice, comme Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, etc. Parce que justement c'est des entreprises qui sont déjà très grosses et du coup elles vont avoir un impact si tu veux important dans cet indice de référence et in fine dans l'ETF qui va répliquer les performances de cet indice. Et ça peut poser tout un tas de problèmes, tout un tas de questionnements aussi de la part des investisseurs, déjà en termes de risque, en termes de volatilité, parce que si on investit dans une boîte comme ça a été le cas par exemple de Facebook, et on sait que Facebook, lorsqu'ils ont annoncé leur arrivée dans le métavers, dans le domaine des crypto-monnaies, si tu t'es renseigné un petit peu de ce qui peut se dégager de tout ça, tu as déjà sans doute dû entendre parler de cette nouvelle-là. Donc Facebook a annoncé son arrivée dans le métavers, il a d'ailleurs renommé son entreprise en Meta et plus maintenant Facebook. Facebook n'existe plus, hein, c'est Meta maintenant. Et lorsqu'ils ont sorti leur premier prototype entre guillemets du métavers, ça a fait tellement un gros flop que l'entreprise a perdu énormément de valeur comme ça du jour au lendemain. Donc en termes de volatilité, tu vois, si on a une prépondérance de certaines entreprises, parce qu'ils sortent un mauvais projet ou parce que ça ne fonctionne pas ou c'est pas reçu correctement de la part des investisseurs, on peut subir, nous, en tant qu'investisseurs, si tu veux, une volatilité qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir. Donc c'est un peu les problématiques qu'on retrouve avec les ETF classiques qui sont classés par capitalisation. Et puis le deuxième gros problème aussi, au-delà de la volatilité, c'est le risque qu'on est amené à prendre. Parce que s'il y a des entreprises qui étaient très grosses par le passé, qui ont disparu comme ça parce que voilà, elles répondaient plus correctement au marché et puis ça peut arriver à une mauvaise gestion d'entreprise, des entreprises qui naissent et qui meurent comme ça, il y en a presque tous les jours. Ça ne veut pas forcément dire que des grosses boîtes comme Facebook, Google, Amazon vont faire faillite comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas des grosses boîtes par le passé, on l'a déjà vu, des entreprises qui ont disparu. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on a une boîte qui est présente dans un ETF qui représente, comme le cas de Apple dans le S&P 500, qui représente 6-7% par exemple du portefeuille, voilà, demain si Apple est amené à faire faillite ou s'il y a un problème avec cette entreprise, on peut perdre une partie de notre capital et c'est peut-être pas un capital qu'on a envie de mettre à risque de manière aussi importante que cette répartition, si tu veux, par capitalisation. D'ailleurs, si tu veux, il y a tout un tas de chercheurs ou de personnes qui ont essayé de se poser la question pour essayer de déterminer les facteurs les plus prépondérants, les plus importants, qui pourraient expliquer en partie ou en totalité la surperformance de certaines actions par rapport à d'autres. Et lors de ma précédente vidéo sur les ETF Smart Beta, je t'avais déjà présenté un modèle qui était le modèle de Carhart, qui a été pas mal remis en cause depuis, mais qui a permis déjà de mettre en lumière certains facteurs déterminants qui pourraient expliquer la surperformance de certaines actions par rapport à d'autres. Et parmi les 4 facteurs qui étaient présentés dans ce modèle de Carhart, on retrouvait déjà le marché, on retrouvait les small caps, donc les petites capitalisations, le facteur value avec notamment le critère du price to book qu'on évoquera un petit peu plus tard, et puis le facteur du momentum, donc qui représente en fait, si tu veux, on considère qu'avec le facteur momentum, que des entreprises qui ont surperformé ou qui ont eu une performance positive sur les 6 à 12 mois précédentes auront plus tendance à avoir une performance positive dans les prochains mois, alors qu'une entreprise qui va avoir sous-performé sur les 12 précédents mois va avoir tendance à sous-performer sur les mois qui vont suivre. Donc tu vois, le facteur momentum, en fait, on va changer la répartition par capitalisation qu'on a historiquement parlant avec la plupart des ETF classiques. On va plutôt s'orienter vers une prépondérance sur les entreprises qui vont avoir surperformé sur les 12 derniers mois pour avoir une surperformance plus importante en tout cas qu'un indice de référence. Et c'est un peu ça les ETF Smart Beta. L'idée c'est d'avoir une prépondérance ou en tout cas une répartition qui va différer de cette répartition par capitalisation. Déjà pour avoir peut-être une volatilité qui peut être plus faible, mais souvent quand on va choisir des ETF Smart Beta, soit
souvent on va se retrouver avec une volatilité plus importante, mais l'idée c'est d'aller rechercher une performance qui sera supérieure à l'indice de référence pour avoir voilà, des résultats plus intéressants si tu veux. Donc parmi aujourd'hui les différents indicateurs Smart Beta qui ont permis d'être mis en avant par certaines études académiques et qui ont déjà été testées et qui ont été approuvées pour l'instant, c'est notamment le critère de taille. Donc tu te souviens, je t'avais parlé des small caps et on sait qu'aujourd'hui les actions des petites entreprises vont avoir tendance à surperformer celles des plus grandes entreprises, on comprend très bien pourquoi. Une entreprise qui va être petite, si jamais elle commence à prendre des plus grosses parts de marché, elle va avoir beaucoup plus tendance à faire des performances plus élevées que des boîtes qui sont là depuis des dizaines voire des centaines d'années. Donc ça c'est tout à fait normal. Après tu vas avoir le critère valeur, donc qu'on appelle aussi value en anglais. Là on va sélectionner des entreprises par rapport à leurs critères fondamentaux. Donc on va analyser fondamentalement les différentes entreprises et historiquement parlant, si on regarde sur des dizaines et des dizaines d'années, les entreprises qu'on appelle value vont avoir tendance à surperformer. Attention, ça n'a pas été forcément le cas depuis la crise des subprimes là en 2008. Depuis 2008, les entreprises growth, donc de croissance, ont surperformé les entreprises value en termes de critères. D'ailleurs pour ça que si tu regardes certains ETF que je te présenterai un petit peu plus tard, mais par exemple le MSCI Europe classique contre le MSCI Europe Value, qui est un ETF Smart Beta, tu remarqueras qu'entre 2007 et jusqu'à aujourd'hui, le MSCI Europe a surperformé le MSCI Europe Value parce que les entreprises value justement n'ont pas forcément le vent en poupe en ce moment. Alors tu peux le voir de deux manières différentes. Il y a des investisseurs qui se disent bah tiens justement vu que les entreprises value n'ont pas forcément très bien performé ces dernières années, on considère qu'elles sont sous-évaluées, donc il y aura sans doute un prochain cycle haussier avec une surperformance des entreprises value par rapport aux entreprises growth, donc de croissance. Mais voilà, encore une fois, ça dépendra de ce qui se passera par la suite, hein. Les performances passées ne présagent rien des performances futures, mais tu peux le voir un petit peu des deux côtés. Soit tu considères que ça n'a pas performé par le passé et qu'aujourd'hui bah, c'est clairement pas intéressant et tu vas plutôt t'orienter au profit, enfin au niveau de certaines entreprises de croissance. Et puis sinon, si tu te dis bah tiens que les entreprises value ont sous-performé, c'est peut-être qu'elles sont sous-évaluées, donc je vais investir dessus. Tu vois, il y a un petit peu les deux côtés. Tu peux voir vraiment les choses de deux manières différentes. Donc pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, tu as le facteur taille, tu as le facteur value, tu as le facteur aussi momentum que je t'ai évoqué tout à l'heure, tu as le facteur qualité. Donc là, les entreprises qui affichent notamment une belle santé financière vont avoir tendance à surperformer les autres. Donc on peut choisir des entreprises par rapport à leur facteur qualité. Et je te donnerai à la suite de cette vidéo les meilleurs ETF Smart Beta que j'ai sélectionnés pour toi. Tu vas avoir aussi des ETF qu'on va pouvoir sélectionner par rapport à leur faible volatilité. Donc les actions peu volatiles ont un meilleur ratio rendement-risque. Tu le sais, pour un investisseur, l'objectif, c'est d'avoir toujours une balance entre le risque et le rendement. Plus je prends un risque important, plus je vais aller chercher des performances importantes et vice-versa. L'objectif, c'est d'avoir les performances les plus élevées avec un risque le plus faible possible, mais souvent, ça va quand même de pair. Et enfin, on va voir aussi le facteur des dividendes. Les actions qui vont avoir un dividende plus élevé que la moyenne, souvent, vont avoir tendance à surperformer les autres entreprises. Donc, c'est parmi tous ces critères-là, on va pouvoir, si tu veux, sélectionner des ETF qui vont changer de la manière classique de classer, si tu veux, les ETF et les entreprises par capitalisation. On va pouvoir les classer par rapport à leur facteur taille, par rapport à leur facteur valeur, par rapport à leur facteur, si tu veux, momentum, qualité, faible volatilité ou dividende. Et l'objectif, ça va être d'aller chercher soit une volatilité plus faible, mais souvent, la plupart du temps, c'est d'aller chercher un rendement supérieur que l'indice de référence. Comme je te l'avais évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, j'avais dit que je te présenterais certains ETF Smart Beta et je te donnerai quelques exemples. Donc là, par exemple, pour le facteur qualité que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, on va retrouver un ETF de iShare et de Xtracker. Et d'ailleurs, tu verras que l'écrasante majorité des ETF que je te présenterai ici, Smart Beta, c'est des ETF de iShare et de Xtracker, parce qu'en général, ils sont quand même très bons là-dessus. La plupart de ces ETF ne sont pas forcément éligibles au PEA, même s'il y en a quelques-uns qui pourront l'être, mais la plupart du temps, c'est plutôt sur un compte titre. Donc là, tu vois, celui de iShare, qui est une sous-filiale de BlackRock, on va avoir donc celui qui s'appelle Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF. Donc c'est la plupart du temps aussi des ETF par capitalisation. On va avoir un réinvestissement régulier des intérêts qui sont générés par le capital pour mettre en place les intérêts composés. Donc là, pour celui de iShare, on est sur une valeur liquidative de 46 € avec un encours sous gestion relativement élevé, hein, tu vois, 2232 millions d'euros. Celui de Xtracker, 1006 millions d'euros. Les deux sont par capitalisation, 0,30 de frais, 0,25 pour Xtracker. Les deux ne sont pas disponibles sur PEA, mais voilà, en tout cas, c'est deux ETF intéressants par rapport en tout cas à ce facteur qualité.
Toutes les infos que je te présente ici, tu pourras le retrouver après dans la description de la vidéo, hein. Je te donnerai le document, tu pourras le télécharger. D'ailleurs, en plus des facteurs Smart Beta, tu pourras télécharger tous les meilleurs ETF que j'ai présélectionnés pour toi, pour PEA et sur compte titre. Donc voilà, si tu veux télécharger le document, tu retrouveras tout dans la description de la vidéo. Si tu veux un ETF Momentum, donc là tu vas avoir encore un ETF de iShare et puis de Xtracker. Les deux ont quand même un bon encours sous gestion, même si celui de iShare est quand même plus élevé, tu vois, 1641 millions d'euros. Deux ETF par capitalisation qui ne sont pas disponibles sur PEA avec 0,30 de frais contre 0,25 contre Xtracker. Un ETF avec une volatilité minimum, encore un ETF de iShare et de Xtracker. Donc souvent on va utiliser le MSCI World, mais on va présélectionner les entreprises avec soit une plus faible volatilité ou avec un dividende particulier ou avec le critère value ou qualité, tu vois. Enfin voilà, en fait en général on part souvent quand même d'un gros indice pour le diminuer et à faire si tu veux, une sorte d'effet d'entonnoir pour présélectionner les entreprises et avoir quand même un certain semblant aussi de diversification. Bien que quand on utilise des ETF Smart Beta, souvent on va avoir une diversification plus faible, avec une volatilité plus importante, un risque plus élevé, mais souvent avec une recherche de performance plus importante. Donc là on a celui de iShare qui avait une valeur liquidative d'à peu près 53 euros, avec un encours sous gestion de 3532 millions d'euros. Celui de Xtracker a un encours sous gestion plus faible, mais c'est quand même relativement bien, hein, tu vois, 480 millions d'euros, c'est très bien. Bon, en général, j'investis pas dans des ETF qui vont avoir un encours sous gestion inférieur à 50 millions, je trouve qu'en deçà, ça fait quand même trop faible, mais sur certains ETF un peu plus exotiques, ça peut arriver. Deux ETF par capitalisation, frais 0,30 pour celui de iShare contre 0,25 pour celui de Xtracker, c'est pas disponible sur le PEA. Si tu recherches plutôt des ETF avec un facteur de dividende, si tu recherches une stratégie de rente, là tu en as un de iShare qui est plutôt pas mal, très bon en cours sous gestion, c'est deux ETF distribuants, hein, celui de Xtracker et de iShare. Distribuant, donc attention à la stratégie que tu vas utiliser. Si on utilise des ETF, en tout cas si on sélectionne les entreprises par rapport à un facteur de dividende, forcément on va choisir une politique de distribution pas par capitalisation, mais ça va être des ETF distribuants. Par contre, si tu investis sur ces ETF, comme c'est le cas sur ces ETF-là, via un compte titre, attention, à chaque fois que tu vas recevoir des dividendes, tu vas avoir un déclenchement de l'imposition, donc tu auras une certaine friction fiscale qui va venir grignoter un petit peu ton rendement. Et puis en plus de ça, tu as des frais qui sont plus élevés que la moyenne. Tu vois, la plupart du temps, les ETF, on est entre 0,10 pour les moins chers en termes de frais, jusqu'à 0,30, 0,40, c'est à peu près la moyenne. Là, tu vois, celui de iShare, on est à 0,46% de frais, Xtracker, on est à 0,50, donc ça reste quand même relativement élevé. Je t'ai mis des ETF de petite capitalisation dont certains sont disponibles sur PEA. Donc je t'ai mis celui de Lyxor avec une valeur liquidative de 311,10 euros, un encours sous gestion de 213. C'est un ETF qui est distribuant avec 0,40% de frais. Il y en a un autre de chez Amundi qui pour le coup lui sera par capitalisation. L'inconvénient c'est qu'on a un encours sous gestion qui est plus faible, il est presque 2 fois plus faible que celui de Lyxor. Il a des frais également aussi plus élevés, il est disponible aussi sur PEA. Celui de iShare est plus intéressant parce qu'on a un encours sous gestion plus élevé et puis on a une valeur liquidative aussi qui est beaucoup plus abordable. Parce que là tu vois sur Lyxor on est à 311 euros contre 251 pour Amundi, donc c'est quand même des sommes assez importantes pour certaines personnes. Donc j'ai décidé aussi de te présenter un autre ETF avec un autre ETF Smart Beta avec une petite capitalisation, enfin pour les petites capitalisations, avec une valeur liquidative plus faible et plus abordable peut-être pour toi. Donc là tu vois 5,88 euros c'est plutôt pas mal, bon encours sous gestion. Un ETF par capitalisation, celui-ci n'est pas disponible sur PEA, mais il a des frais dans la moyenne, tu vois, de 0,35%. Tu as également aussi les ETF de facteur value que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt avec un ETF de iShare et de Xtracker comme d'habitude. Valeur liquidative pour celui de iShare, 32 centimes, enfin 33 euros presque. Tous les deux de très bons encours sous gestion, 3813 millions d'euros pour celui de iShare et 1383 millions d'euros pour celui de Xtracker. Ces deux ETF par capitalisation, 0,30% de frais sur iShare et 0,25% pour Xtracker. Les deux ne sont pas disponibles sur PEA. Et puis après, sache que tu as des ETF qui te permettent de ne pas avoir une répartition par capitalisation, mais qu'on appelle aussi des ETF équipondérés. C'est-à-dire que là où tu peux avoir un ETF où tu vas avoir 7% dans Apple, 5% dans Microsoft, 2% sur Tesla, etc. Bah là en fait tu vas peut-être avoir 0,25% sur toutes les entreprises, ce qui fait que tu risques d'avoir
on va dire des performances plus importantes, parce que si tu as des small caps à l'intérieur et que ces small caps surperforment par exemple les grosses capitalisations, vu qu'une grosse capitalisation a le même niveau d'encours dans ton portefeuille, dans ton allocation de portefeuille que les petites capitalisations, voilà, tu auras peut-être une volatilité plus élevée, un risque plus élevé, mais sans doute des performances aussi plus importantes. Donc ça existe, des ETF qui vont sélectionner les entreprises par rapport à leurs critères value et qui vont avoir une répartition équipondérée, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je t'en ai donné deux. Il y a l'ETF SPDR de MSCI Europe, avec un encours sous gestion assez faible, quand même 113 millions d'euros, pas disponible sur PEA, mais ETF par capitalisation avec 0,30% de frais. Et tu en as un autre de SPDR aussi, un encours sous gestion plus élevé, 276 millions d'euros, capitalisation, 0,30% de frais. C'est pas forcément disponible sur PEA, mais ça reste quand même des ETF intéressants à avoir en tête. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu veux télécharger le document et retrouver tous les ETF que j'ai présélectionnés pour toi, sur PEA, sur compte titre, les ETF Smart Beta qu'on a vu dans cette vidéo, n'hésite pas à télécharger le document, le lien est dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt.